bienvenue à l'édition 2024 des Assises citoyennes du soin psychique. Nous allons évoquer ensemble, interroger, examiner, raconter et peut-être rêver le soin psychique là où il est attendu, en psychiatrie, en pédopsychiatrie, dans le domaine aussi social, médico-social et judiciaire, sans oublier le soin dans la cité. Cette année, les assises sont issues d'un partenariat entre le Printemps de la psychiatrie et les CMA. Un grand merci au CMA d'avoir contribué à la réalisation de ces 2 jours dans ce lieu de débat de transmission. Merci également à la revue pratique. La revue pratique qui sont aussi pratiques les cahiers de la médecine utopique. Ça, c'est important, la médecine utopique, qui va consacrer aux assises un numéro spécial. Depuis 2018, le mouvement du Printemps de la psychiatrie a réuni autour de son manifeste appelant à un renouveau des soins psychiques plus d'une 50aine d'associations de collectifs, de syndicats, de partis politiques et des centaines de signataires, tous citoyens concernés, patients, familles, soignants et proches. Ce manifeste, encore ouvert à signature, que vous pourrez trouver dans les pochettes et qui est là-bas imprimé, défend une psychiatrie, une pédopsychiatrie humaniste. Celle qui résiste, celle qui s'oppose à considérer et à réduire la maladie mentale à une maladie comme les autres. Les tumultes psychiques ont une étiologie multifactorielle complexe et toujours singulière qui interdit de n'avoir recours qu'aux approches protocolisées, qu'elles soient pharmacologiques, invasives ou rééducatives. La particularité des maladies psychiques impose de rencontrer la personne dans la complexité de son être, de considérer les humains dans leur globalité, avec leur corps, leur histoire, leur psyché prise dans ses dimensions conscientes et inconscientes. Et puisque ces troubles fragilisent notre rapport aux autres, nous plaçons la question de l'accueil de la personne en souffrance psychique et de l'hospitalité au centre de nos préoccupations. 2018, année mouvementée, a vu éclore, aux côtés du printemps, des luttes sans précédent. Les blouses noires à Rouen, les perchés du Havre, les Pinel en lutte à Amiens, tous s'insurgeaient contre la détérioration de la qualité de l'accueil des patients dans leurs services. 10 ans plus tôt, le collectif des 39 posait déjà la question « Quelle hospitalité pour l'avenir ?» et alertait sur les dérives sécuritaires de la psychiatrie. Au même moment, l'appel des appels se constituait pour résister à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social. Le collectif des 39 a l'initiative de la première édition des Assises citoyennes, dite à l'époque de la psychiatrie et des médico-sociales en 2013. Et la tenue de nouvelles Assises citoyennes en 2022 a été décidée à l'initiative de l'appel des appels, du collectif des 39 et du Printemps de la psychiatrie. Aujourd'hui, pour cette édition 2024, le Printemps se réjouit de la continuité de leur soutien. Mais en guise d'ouverture, reprenons les questions qui nous taraudent sur l'évolution des politiques et des pratiques en santé mentale, sur les représentations imaginaires actuelles des troubles psychiques. Par là même, il s'agit de rompre avec l'isolement que nous pouvons vivre chacun à notre endroit, de tisser des ponts, des alliances, et de contribuer à construire par l'expérience de l'échange et de la rencontre un socle commun pour lutter ensemble. Nous organisons collectivement est une nécessité si nous voulons peser dans le rapport de force auquel nous sommes confrontés, afin de faire valoir et de faire advenir un autre rapport à la folie et d'autres manières de prendre soin. Nous nous sentons engagés à promouvoir et défendre une conception des soins psychiques qui replace la dignité humaine au centre. Alors, quelle disposition? Quelle création devrait sous-tendre cette exigence? Nous voulons en débattre avec vous. Alors oui, ces 2 jours d'assises en plénière et en atelier nous donneront du fil à retordre,
mais aussi défis latents vers un renouveau des soins psychiques que nous souhaitons et qui nous engagent déjà. Comment continuer à en construire les bases à la lumière d'une nécessaire transmission mutuelle et affûter de nouvelles pratiques. Pierre Dardot, premier intervenant de la journée, abordera cette question dans son intervention intitulée « Résister et créer dans les institutions et leur marge », qui discutera avec le groupe CIPSI, initiative citoyenne de soutien psy du plateau des Mille Vaches dans le Limousin. Bonjour tout le monde. Je reprends, je continue. Au-delà des distinctions de nos vécus, sans doute sommes-nous toutes et tous réunis dans cette salle, car nous sentons chacune et chacun intimement concernés par la question de la souffrance psychique. Nous estimons que la folie ou les manifestations psychiques considérées hors normes font partie intégrante de notre condition, qu'elles nous convoquent à l'endroit de notre humanité commune et qu'on ne peut dès lors s'en saisir comme d'un objet complètement extérieur à nous-mêmes, face auquel nous serions neutres. Certaines d'entre nous travaillent dans des contextes qui ne les rendent pas toujours fiers des soins prodigués, ou au contraire, souhaitent partager l'inventivité déployée dans leur lieu, faire connaître d'autres manières d'accueillir, de rencontrer l'altérité, qui transcendent les injonctions actuelles, injonctions souvent paradoxales. Certaines ont traversé un parcours psychiatrique plus ou moins douloureux, parfois marqué de violence. Certaines s'inquiètent du sort réservé à leurs proches dans les différentes structures de soins. Largement documentée depuis des années dans les médias, la dégradation, les conditions d'accueil des patients dans le service public s'accélèrent. La casse de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie publique se concrétise. Réduction des lits et des places, fermeture de lieux d'accueil et diminution du personnel soignant, tout cela compromettant la possibilité des soins relationnels. La contrôle générale des lieux de privation de liberté conclut à l'État d'extrême gravité. Les patients au premier rang, lesquels ceux qui ont besoin de soins au long cours se voient renvoyés à une précarisation de leur existence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de l'hôpital et de l'établissement. Au sein des unités, leurs conditions de vie sont bien trop souvent indignes et la prescription de médicaments domine les soins, sans le plus souvent que le patient ait la possibilité de discuter de celle-ci avec le médecin. J'ai perdu mon film. Je détruis la médecine. Les patients qu'on est l'autrice 13, dont le pseudo est tiré de son numéro de chambre à l'hôpital psychiatrique, témoigne avec force de la violence de cette condition dans son livre Charge, sorti début 2023. Au cœur de ce système qui méconnaît le soin relationnel, sans surprise, les mises à l'isolement et les contentions se banalisent. À l'extérieur de l'hôpital, la discontinuité des soins est souvent de mise et il est fréquent que la proposition de soins se résume à un rendez-vous médical par trimestre pour renouveler l'ordonnance. Les personnes reconnues porteuses d'un handicap psychique doivent en outre vivre avec une allocation toujours inférieure au seuil de pauvreté, mais tout juste assez élevée pour ne pas avoir droit à la complémentaire santé solidaire sans participation. En pédopsychiatrie, les jeunes patients ne sont pas mieux lotis, avec pour eux aussi une diminution des lieux d'accueil de jour et d'hospitalisation et de manière inversement proportionnelle des prescriptions médicamenteuses qui explosent littéralement. Du côté des adolescents, les soins sont largement insuffisants au regard des difficultés rencontrées tant sur le plan personnel que social. Beaucoup, trop, sont en rupture scolaire importante et parfois de longue date.
L'éducation nationale, dépassée, propose un enseignement à distance, souvent trop compliqué à suivre pour ces jeunes fragilisés qui ont tendance à vivre repliés chez eux. Parallèlement à cette dégradation de l'accueil et des soins relationnels, la conception sécuritaire de la psychiatrie est réaffirmée par les prises de position de certains responsables politiques à l'occasion de faits divers dramatiques relayés dans les médias de masse. L'importance d'offrir des soins aux personnes en souffrance psychique s'efface derrière l'exigence de surveillance et l'obsession de la bonne observance des traitements, comme s'il était parfaitement efficace et suffisant. Nous déplorons le renversement d'une perspective de soins à une perspective de contrôle que ce traitement politique et médiatique opère dans le champ du soin psychique. Outre le recours à des camisoles mécaniques, isolement et contention, rigides, les ordonnances à rallonge, ce prisme sécuritaire se traduit par une limitation de plus en plus importante de la circulation en dehors des unités de soins. La fermeture des portes des services se systématise, renforcée par la succession de plans Vigipérac et par l'intériorisation par les soignants de ce rôle de surveillance. Au sein du traitement de la psychiatrie, nous dénonçons cette vision sécuritaire et punitive du rôle des soignants, favorisée par le développement d'une société de contrôle. Avec l'association Le Fil Conducteur Psy, le printemps s'est engagé contre le recours à la contention et les mises à l'isolement abusif. Nous souhaitons ouvrir un débat citoyen sur cette question primordiale des restrictions des libertés des patients, qui sera le thème de la table ronde de demain après-midi en présence de Sarah Massoud, Dominique Simoneau et Mathieu Bellasset. Voilà. Le printemps de la psychiatrie et le collectif des 39 soutiennent une autre lutte, celle des psychologues, qui se mobilisent depuis que les gouvernements, par décret, arrêtés et propositions de loi, tentent de limiter leur travail à des pratiques de courte durée, réservées à des patients dont la souffrance psychique ne serait que légère ou modérée. Alors que l'exclusivité du modèle neuro-cognitivo-comportemental s'est répandue dans les enseignements de toutes les spécialités de la psychologie, et tend à accentuer son expansion via des voies législatives, l'accès à d'autres psychothérapies est très menacé dans les institutions publiques et n'est remboursé en libéral que pour quelques séances. Dernier avatar de la mise au pas de la profession, contre lequel s'insurge la majorité des organisations, la réémergence de la proposition de créer un ordre des psychologues sur le modèle des médecins. La formation initiale de tous les professionnels du soin psychique est depuis des années et de plus en plus orientée vers ce paradigme médical, avec pour conséquence un bouleversement de l'approche clinique focalisée non plus sur la description de la vie psychique, mais sur l'objectivation de signes repérables par tous, en particulier de ceux qualifiés de troubles de l'apprentissage ou troubles du comportement. Ces nouvelles descriptions médicales font basculer les difficultés du registre du vécu de souffrance psychique à celle de dysfonctionnement organique, avec comme effet principal de changer radicalement les représentations sur la folie et d'en déshumaniser le sens. Cette psychiatrie, que Mathieu Bellasset appelle cérébrologie, abandonne progressivement l'idée de psyché et par conséquent de soins psychiques, au profit de traitements standardisés présentés comme issus de la rationalité de la science médicale. Nous dénonçons la formule de maladie comme les autres, prétendument déstigmatisante pour les patients, mais qui s'inscrit de manière insidieuse comme une opération marketing visant à favoriser l'expansion d'une psychiatrie exclusivement biomédicale, alliée à l'industrie biopharmaceutique. Cette vitrine sert par ailleurs de cheval de Troie pour justifier toute nouvelle politique publique de santé mentale. En effet, lorsqu'il s'agit de psychiatrie et de pédopsychiatrie, les restructurations des dispositifs du soin et les changements dans les pratiques qui en résultent sont toujours assortis d'une rhétorique de promesses et d'un vocabulaire progressiste orienté vers l'efficacité qui est supposé de les rendre désirables. À titre d'exemple,
le paradigme dit du rétablissement, qui permet de considérer comme obsolètes des lieux de jour où et ont besoin de justifier leur fermeture, alors qu'ils rendaient possible une continuité de soins relationnels sans présager de leur durée pour n'abandonner personne. Les structures médico-sociales prennent le relais quand elles le peuvent, dans des lieux insuffisamment nombreux et insuffisamment dotés, tant en personnel stable qu'en formation, avec pour conséquence une paupérisation du soin psychique. Leur renvoi vers ces lieux éloigne souvent les résidents de leurs ancrages familiaux et sociaux. Et que dire du soin porté aux personnes âgées, domaine dans lequel le privé lucratif continue de conquérir du terrain et est évidente, malgré les scandales mis en lumière par Victor Castanet dans son enquête Les Fossoyeurs. En pédopsychiatrie, c'est par la promotion d'une société ou d'une école inclusive que la diminution de moyens et matériel alloué aux soins et accompagnement spécialisé s'effectue sans une opposition franche. En conséquence, les enfants et les familles subissent par défaut et de fait une inclusion au domicile avec la disparition des structures sanitaires et médico-sociales et la difficulté des associations à tenir dans la continuité. D'ailleurs, il n'est plus question que des accueils séquentiels. Aidés par un travail de propagande très actif, notamment de la Fondation fondamentale, financée par les géants pharmaceutiques et industriels, et par les préceptes de l'Institut Montaigne, ce changement de paradigme a, en une quinzaine d'années, modifié non seulement la nosographie, mais également profondément transformé les pratiques et les trajectoires de soins. Élaboré suivant un modèle algorithmique au sein des centres experts, des plateformes de diagnostic ou autres dispositifs innovants, cette nouvelle forme d'expertise vise non seulement à l'industrialisation du diagnostic des troubles, mais opère également, de manière insidieuse, le tri des patients. La réhabilitation des personnes identifiées comme rétablissables va de pair avec une relégation dans la précarité de ceux qui échouent dans cette entreprise. Cette neuropsychiatrie discrimine parmi les patients éligibles à la remédiation, réconditionnement, rééducation, normalisation et au protocole innovant, le plus souvent assuré dans les nouvelles filières dédiées, et les autres. Ces autres, récalcitrants au rétablissement, pour lesquels le remède n'a pas encore été trouvé, mais avec la promesse qu'il le sera très bientôt, eux sont renvoyés vers des structures publiques chancelantes et soumis à des conditions d'accueil de plus en plus précaires et inhospitalières et à des restrictions de liberté banalisées. Point d'orgue de cette armada néolibérale, la tarification à l'activité, qui vient d'être introduite en psychiatrie et en pédopsychiatrie. L'extraction des activités rentables peut alors aisément se faire par les opérateurs privés lucratifs, ciselant les soins psychiques entre marché providentiel à saisir et déliquescence de l'offre de tout ce qui ne peut être rentabilisé. Dans une tribune récente dans Le Monde, Anne Gervais, André Grimaldi et Olivier Milléron demandent à juste titre la suppression de la tarification à l'activité, responsable de la détérioration de l'hôpital public, mais également du privé. De toutes parts dans les lieux de soins, la déshumanisation est encore accentuée par la mobilité et l'interchangeabilité des professionnels, et par le développement du tout numérique, empêchant de plus en plus souvent la possibilité d'une rencontre signifiante et le développement d'une relation soignante. Sur l'autel du profit est sacrifiée l'attention à l'humain et à ce qui fait pourtant la spécificité des pathologies psychiatriques,
l'intrication multidimensionnelle de leur causalité et au-devant d'elle leur part inextricable d'énigmes de sens toujours à venir. Cette transformation culturelle profonde n'est pas isolée. Elle intervient dans un contexte de New Public Management généralisé, dont les fondements ont été mis en évidence par Joan Chapoutot dans son livre « Libre d'obéir ». D'après lui, ce management aurait pour but de recourir à la pensée comptable dans toutes les professions où elle était au préalable absente, afin de permettre des économies via une restructuration efficiente, là où la relation humaine était jusqu'alors déterminante. Cette perspective, avant tout politique, permet de justifier des restructurations économiques et n'hésite pas à détourner la science à son propre profit. Cette bataille politique et culturelle contre un lobbying scientiste progresse. Cependant, pour les journalistes, les élus, pour les citoyens en général, il n'est pas évident de se représenter les soins psychiques, surtout en psychiatrie, sans en avoir fait l'expérience, sans les avoir vus à l'œuvre. Pouvoir en témoigner de nos places respectives et répondre aux questions des citoyens concernés, pas soignants ou soignants, fait partie des ambitions de ces assises. On peut se réjouir du nombre d'articles, d'émissions de radio, de livres et de films qui sont d'un grand secours pour visibiliser et éclairer les questions que d'autres décident d'ignorer. Une liste de livres vous est d'ailleurs proposée dans la pochette qui vous a été remise à l'entrée. C'est la bibliographie, Inspiration bibliographie, je crois que ça s'appelle, et qui seront enrichis, qui se retrouvent aussi sur le blog et qui seront amenés à être enrichis. Dans cette liste, plusieurs livres sont écrits par des membres du Printemps de la psychiatrie. Grâce à tous ces efforts de pédagogie déployés, le scepticisme monte chez les journalistes à l'égard du discours triomphaliste de la néopsychiatrie. Et chez beaucoup d'élus aussi, au-delà même des partis qui sont les plus habituels soutiens du service public. Du côté des personnes concernées, l'expérience la plus répandue de l'hôpital est catastrophique. Leur voix commence à se faire entendre. Le succès d'un livre en particulier a fait exister le pays psychiatrique, où l'on est à la merci du pouvoir médical et de sa supposée expertise. L'autrice 13 pointe aussi en charge des rapports de domination, y compris entre professionnels, qui ne peuvent qu'être délétères pour les soins. Comme le souligneront prochainement les rencontres de psychothérapie institutionnelle de Saint-Alban, obéir n'est pas soigner. Se soigner non plus ne voit pas, ne peut pas être obéir. On peut espérer des assises citoyennes que ce que l'on tente d'y faire savoir résonne aussi pour les usagers, patients, psychiatrisés, que ces assises renforcent leur légitimité à être critiques ou à vouloir inventer autre chose et défendre leurs droits. On peut espérer aussi que ces assises déclenchent des vocations pour les métiers du soin psychique, y compris pour cette spécialité médicale et la psychiatrie. Chez les jeunes, que l'engagement de respecter et considérer les patients n'effraie pas, au contraire motive, comme le jeune psychiatre du film Étalise. Les reportages et documentaires sont nombreux et dévoilent un paysage très contrasté. Hier et ce soir, nous en avons programmé deux. Louis et tu de Clara Buffarti, tournée au CMPP Claude Bernard, et La machine à écrire et autres sources de tracas, plutôt la trilogie, que Nicolas Philibert consacre aux patients et soignants du secteur psychiatrique parisien. Ces films donnent à voir des pratiques de soins relationnels qui ne sont plus recommandées par la Haute Autorité de Santé. Parce que trop humaines, sans doute. La deuxième table ronde de la matinée permettra de discuter avec Clara Buffarti et Joyce Arnaud, autrice du livre À la folie, de la façon dont elles se sont saisies de la question de la souffrance psychique et des soins psychiques et de leur manière d'en dire quelque chose. Cet après-midi et demain matin, c'est sous la forme d'ateliers que nous mènerons nos échanges. Donc, atelier 1, quel accès aux soins et pour quels soins? Cet atelier aspire à élaborer des propositions concrètes pour sortir du constat de la catastrophe et poser les bases d'une alternative partant des besoins de la population et non des impératifs économiques politiques du libéralisme.
Soigner l'enfant dans le monde aujourd'hui, les soins psychiques à l'épreuve de la normalisation. Cet atelier construit en appui sur un appel à témoignage offre l'espace d'échange propice à nommer les contradictions actuelles de soins psychiques que vivent les enfants, leurs parents et les professionnels. Atelier 3, quelle contenance par le soin psychique? L'atelier explorera la notion de contenance par opposition à la contention. Il s'appuiera sur l'expérience des invités et des participants, travaillant à d'autres pratiques et à la construction de cadres de soins contenants. Atelier 4. Espace collectif et vie démocratique pour des pratiques humaines, vivantes et indisciplinées des soins psychiques. Un atelier où nous échangerons sur les bricolages et les stratégies inventives qui permettent, envers et contre tout, de construire au quotidien des interactions égalitaires et des rencontres singulières dans les espaces d'accueil et de soins. Ou comment penser la psychothérapie institutionnelle au présent. Atelier 7. Quel accueil de la souffrance psychique dans la cité? Quelles sont les réponses que des enseignants, agents municipaux, travailleurs sociaux, élus, individuellement ou collectivement, peuvent inventer pour accueillir la souffrance psychique? Quel lien avec les professionnels du soin pour comprendre et accueillir? Atelier 6. Clinique des marges et réinvention institutionnelle. Cet atelier interrogera la transformation institutionnelle depuis qu'il s'est construit la créativité en marge en présence des membres du groupe Sixi, de la troupe de théâtre L'Appétit des Antigestes, du Jeune de Bondy, du collectif Démocratie, de la Cantine des Pyrénées et du bistrot culturel Le Pierre. Atelier 7. Une civilisation d'exclusion. L'actualité d'une civilisation s'évalue à la manière dont elle traite ses sujets les plus fragiles. Des détenus aux personnes à la rue, en passant par les patients de l'hôpital psychiatrique et les migrants, ils sont enfermés ou laissés à l'abandon par la politique inégalitaire d'aujourd'hui. Comment l'analyser tout en luttant pour créer des espaces subversifs et de résistance? Comme en atteste notre argument et notre programme, nous souhaitons que ces assises puissent être le lieu où se partagent et s'inventent des formes de résistance et de créativité. En signant le manifeste du printemps de la psychiatrie, nous nous sommes engagés à lutter contre le déclin dramatique des façons d'accueillir et de soigner les personnes qui vivent au cours de leur existence une vulnérabilité psychique douloureuse. C'est bien à ce titre que nous sommes réunis ici aujourd'hui, afin de faire valoir une autre conception de la folie, de la souffrance psychique et des soins que celle-ci requiert, et afin de visibiliser la continuité entre les questions autour du soin psychique en psychiatrie et dans le médico-social et celle de la cité. En effet, le traitement actuel des personnes oubliées et fragiles, de tous ces gens considérés insuffisamment efficients, dans un monde où la rentabilité et l'efficacité priment, n'annonce-t-il pas le sort qui attend le plus largement une grande partie de la population? Qui serait préservé? Nous sommes face à la nécessité de repenser et de réengager une mobilisation qui implique une repolitisation des professionnels. À tous les usagers que nous sommes, autrement dit, de tous les citoyens et les citoyennes, afin de nous réapproprier nos biens communs institutionnels. C'est ainsi bien à la condition que le service public puisse être encore un bien commun, c'est-à-dire transformable, depuis les expériences qui s'y vivent, que nous nous réunissons pour lutter contre son démantèlement programmé et accompagné de l'exigence qu'il
ne persiste pas à être un vecteur de pratiques autoritaires, indignes, systématisées. Il importe surtout d'imaginer collectivement des soins psychiques que nous aurions envie de défendre depuis nos places respectives, soignants, soignés et proches. Nous défendons des pratiques de transmission réciproque et multidirectionnelle. Soignés-soignants, soignants politiques, familles-citoyens, citoyens-soignés. Nous affirmons que l'inventivité et la transformation permanente des lieux de soins pour qu'ils restent vivants et soignants est une exigence. Nous souhaitons permettre des échanges entre des lieux où existent les démarches de construction collective. Des pratiques visant à prendre en charge ensemble soignants et patients, des activités de la vie quotidienne comme les clubs thérapeutiques favorisent la réinsertion sociale non subordonnée via la participation à une activité délibérative dans un espace bordé d'attention collective à la vulnérabilité et à la rencontre singulière. Ces espaces multiformes d'exploration, où le temps nécessaire à l'élaboration n'est pas menacé, existent à l'échelle de la rencontre psychothérapeutique individuelle, collective, institutionnelle, associative, citoyenne. Cela nous semble des zones à défendre, des foyers d'où penser et d'où résister. L'appui des artistes à nos côtés apparaît comme décisif. C'est dans la perspective de créer des liens entre les lieux qui résistent et qui inventent chaque jour le soin psychique au regard de l'expérience vécue que nous avons pensé ces assises. Conscients de l'importance de la continuité des soins permis historiquement par le concept et la pratique de secteur, nous avons à naviguer au cœur de cette réalité complexe. Il s'agit aujourd'hui d'avancer collectivement afin d'œuvrer à construire une force commune de résistance et de créer un imaginaire politique pour une psychiatrie à venir. Maintenant, notre programme peut commencer. Nous vous remercions de votre présence active. Belle journée à tous. Nous allons maintenant revenir à la réalité du travail, du service, et on laisserai la parole à Nathalie Azad, comédienne, qui va nous lire un texte intitulé Pyjama, et puis à Sarah Dallas, collectif des Envoyeurs de Voix. Ils me tiennent de chaque côté. Ils m'entraînent. Je peine à les suivre. Je suis une loque. Leurs pas sont précipités, graves. On traverse la pièce principale. Tout le monde nous observe. Ils savent. Et je n'ai pas la force de m'en soucier. Corps de plomb, âme lourde, pas qui traîne. Il m'amène à l'écart. Je ne sais pas où je suis. Une pièce, un lit, sans drap, une fenêtre à barreaux, une salle d'eau sans porte. Je n'ai même pas la force d'avoir peur. Pas pour l'instant. Ils sont 3, je suis seule. Un médecin m'examine. Je suis à côté de moi. J'entends à peine ces questions. J'ai la tête prise comme dans un étau. Tout me paraît irréel, de travers, malade. Ils sortent, sauf un. Il me dit de me déshabiller. Il me donne un pyjama. Il sort. J'enlève mon pantalon bleu, maladroitement, ma chemise verte.
Je mets ce pyjama rêche contre ma peau à vif. J'échange mes habits contre leur pyjama. J'échange le peu de dignité qu'il me reste. On ferme la porte, pas avant de me donner mon traitement, mon tout beau, mon tout nouveau traitement. Je ne sais plus. Je réfléchirai plus tard. Je dors sous cette couette lourde pendant des heures. On me sort de ma nouvelle cellule, brièvement, pour que je mange. Je suis lourde et énervée. Je m'emporte, blesse avec mes paroles, avec mon intonation. C'était un cri de secours et vous m'enfermez là, dans cette prison. Je pèse les mots qui sortent de ma bouche, alourdis par les médicaments. Je mange, texture rêche, sans goût. Il m'enferme dans la pièce. Je demande un livre. Non. Peut-être qu'il pense que je vais me frapper avec jusqu'à ce que mort s'en suive, ou bien que je vais l'avaler, ou faire une corde avec les pages déchirées. Il me redonne des médicaments, mon salut. Je sais que ça va me faire dormir. Je n'aurai plus à sentir les secondes écorcher ma lucidité. Je ne sais pas quelle heure il est. J'apprendrai à ma sortie qu'il y avait une horloge en face des 4 cellules d'isolement. Je n'avais pas la force d'explorer ma souricière. J'angoisse du temps qui s'écoule si doucement. Les repas et les prises de médicaments scandent mes journées. Je vois que les infirmiers, infirmières. Je ne vois pas ma famille. Je vois que ces 4 murs blancs et cette fenêtre que je ne peux pas ouvrir. Elle donne sur la fausse pelouse, là où on fait notre quart d'heure de marche. Je sais que je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes en pyjama. Je les entends crier, frapper à leur porte à coups de pied, se révolter. Je ne fais pas de bruit. Plus les jours passent, plus le brouillard s'échappe. Le temps s'étire, s'allonge. J'imagine des jeux avec les doigts. Je m'allonge par terre. Je redemande un livre. D'accord. Je ne suis plus seule. Au bout du 5e jour, ils me sortent, mais ne me rendent pas mes habits. Je suis dans la salle à manger, je repère mes congénères de cellules, tous en pyjama, au milieu d'une foule d'habits de couleur. Nous voici sans notre liberté, avec nos pyjamas. Au bout d'une semaine, on me rend mon pantalon bleu et ma chemise verte. Je sors de la cellule, tout de suite réutilisé. Bonjour, je représente aujourd'hui le collectif des Aboyeurs de Voix. Je vais vous lire un texte sorti du cœur et des tripes, survenu dans un contexte de lutte et de privé collectif. Mais il se veut surtout le porte-voix de celles et ceux qui, d'un côté comme de l'autre de la blouse blanche, assistent à la dégradation des soins psychiques en France et œuvrent au quotidien pour que l'humain y persiste. Ayant été publié par l'Humanité et Mediapart,
c'est tout naturellement que nos chemins se sont rencontrés avec le printemps de la psychiatrie, qui nous a invités ici aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes qui se trouvent entre et derrière ces lignes. Ce texte s'intitule « La psychiatrie à bras le corps ». Depuis presque 20 ans, nos pratiques soignantes en psychiatrie, nous assistons à la déliquescence des conditions d'accès aux soins en santé mentale. D'une période faste des soins psychiques, allant des années 70 jusqu'aux années 90, nous avons sombré à nouveau dans la psychiatrie sécuritaire dès le début des années 2000. Merci la loi Sarkozy. À l'instar du grand renfermement et de la psychiatrie asilaire d'antan. Alors que nous demandons des moyens humains, en effectifs supplémentaires, des ouvertures de lits, des structures d'accueil adaptées à une population, à une société qui évolue, qui se précarise, et des pathologies qui apparaissent plus complexes en miroir du contexte social. L'État, le gouvernement, les directeurs des différentes institutions, ARS, hôpitaux, nous répondent adaptation de matériel concentrationnaire, protocoles robotisants et déshumanisants, murs ou grilles plus hauts. Chaque jour, nous crions nos alertes aux oreilles d'un management qui ne sait qu'appliquer mépris et violence institutionnelle. Chaque jour, la gangrène de ce système de soins gagne du terrain et la psychiatrie publique se retrouve amputée un peu plus. Elle est aujourd'hui en appui sur des moyens. Après la haine, la colère, la tristesse, l'abattement face au déni de nos dirigeants, est venu le temps de la révolte par la libération de la parole. Car la psychiatrie est une mission d'intérêt public. Elle touche, elle peut toucher chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous plaignons ces personnes qui tirent les ficelles de budgets irréels, qui détournent le regard, car eux ne connaissent pas l'essence même de notre métier, la psychiatrie à échelle humaine. Car être soignant en psychiatrie publique, c'est accompagner cette femme atteinte d'absences abyssales et de mutisme, pour qui psychiatre et neurologue n'arrivent pas à poser de diagnostic. Vider son appartement, que des tonnes de bouteilles de vin vide encombrent chaque pièce, et dont elle n'a aucun souvenir, et faire que ce soit le moins violent possible. C'est en salle de réveil, post-CT, être deux soignants, à côté de cette femme qui souffre d'une psychose infantile et qui meurt de peur à l'idée de ses soins, et lui chanter à deux voix le tourbillon de la vie, car c'est la seule chanson qui l'apaise et que sa mère lui chante encore lors des crises d'angoisse. Voir son visage encore endormi se détendre et la voir sourire en ouvrant les yeux. C'est amené au restaurant 1 à 2 fois par an, à défaut de plus. Cet homme atteint de schizophrénie, ancien patient du MD, qui n'a d'autre domicile que l'hôpital psychiatrique depuis bien trop d'années. Manger une vraie entrecôte avec de vraies frites, prendre un vrai café en terrasse et regarder passer la vie côte à côte. C'est prendre le temps de sortir du service pour rejoindre cette mère âgée et malade, venue voir son fils atteint de schizophrénie résistante et polytoxicomane, pour qui des voisins ont signé une pétition qui va être expulsé de son appartement dans un mois. S'asseoir à côté d'elle et trouver les bonbons, ou tout simplement écouter, accueillir ses larmes, sa souffrance, sa peur et son sentiment d'injustice, et l'entendre vraiment. C'est quitter sa blouse blanche et accompagner cette patiente aux obsèques de son père, que son délire protège de la violence de la réalité. Mais ce n'est pas son père, c'est le faux, l'autre, le clone, son jumeau robotique, et faire en sorte qu'elle tienne debout. C'est sortir du service et quelques heures avec ce jeune patient atteint de troubles de l'humeur pour aller nourrir son chat qui attendait petit et qui garde l'appartement en attendant qu'il rentre. Le regarder retrouver la joie de s'occuper de la seule personne qui soit encore dans sa vie. C'est oublier les protocoles de soins et mettre un clip de Snoop Dogg à ce patient schizophrène pour qu'il accepte sa prise de sang hebdomadaire. Chanter le refrain avec lui car il est trop terrifié à l'idée qu'on lui vole tout son sang. C'est prendre le temps, le soir du 24 décembre de chaque année, de décorer les tables du réfectoire et d'essayer de repousser un peu la tristesse qui s'empare encore plus ce jour-là de ceux que la vie a trop abîmés. C'est être là aussi aux anniversaires où personne ne vient,
personne ne téléphone, et amener comme seul cadeau l'humanité et la sincérité que l'on peut. C'est prêter son parapluie à ce patient guidé par les voies injonctives qui l'amène en voyage pathologique trop souvent, le lui prêter comme un bâton de relais jusqu'à Paris, la file d'attente devant la préfecture sous la pluie, pour obtenir le renouvellement d'un titre de séjour, et le voir revenir, souriant, avec son papier, et me rendre le bâton relais. C'est s'asseoir au coin d'un lit et serrer cette main tremblante en chambre d'iso, accueillir la peur et les confidences sur une enfance fracassée, entre la douche et la clope de 10 heures, se taire, s'asseoir et écouter vraiment. Accepter que cet homme redevienne cet enfant de 5 ans qui a besoin que les bras le serrent l'espace d'un instant et dire merde à la distance soignante. S'il y avait par étapes, sans brutalité, avec cette femme âgée et incurique, en proie à la paranoïa, au fil des semaines, lui faire accepter d'abord un de pied dans une bassine, parler de sa vie pour tout ou rien, pour l'amener progressivement à accepter des soins corporels plus tard. Et qu'elle vous remercie en vous tirant le tarot divinatoire, vous prédisant amour et voyage loin de l'hôpital. C'est au détour d'un couloir, dans le jardin, à l'infirmerie, à l'espace fumeur, sur le pas d'une chambre, à l'arrière d'une ambulance, dans la salle d'attente du juge des libertés de la détention, dans le sas d'accueil des urgences, dans une salle d'atelier thérapeutique au réfectoire. Un regard, un soupir, des larmes, des cris, des insultes, des rires aussi, des confidences, des blagues, des clopes partagées, des madeleines glanées, du lien humain laborieusement tissé, heure après heure, jour après jour, mois après mois. De la confiance, du partage, de la connaissance de l'autre, de la négociation, de l'acceptation, des ruptures de soins, de contact, et puis tout recommencer et ne pas perdre espoir. C'est aussi poser sa blouse blanche le soir au vestiaire et ne pas y laisser toutes ses âmes, tous ses parcours de vie et ses émotions. Rentrer chez soi et raconter à ses amis, sa compagne, son conjoint, ses enfants ou son chat, les échecs brûlants qui nous tordent le bide, les peines et les douleurs partagées, la violence souvent, mais aussi les petites victoires qui étincellent et qui raniment, toutes celles qui font qu'on a envie d'y retourner chaque matin et de recommencer. Nous, soignants de la psychiatrie publique, nous ne pratiquons pas le soin par ascendance. Nous, soignants de la psychiatrie publique, nous sommes dans le côte à côte de ces hommes, de ces femmes qu'on appelle patients. Nous y sommes à chaque instant du jour ou de la nuit. Nous tentons d'apaiser les angoisses des aurores et de dissiper les démons des crépuscules. Nous ne pourrons plus entendre parler de protocole lorsqu'un homme, une femme, meurt de souffrance psychique, se suicide dans une chambre qui n'en est pas une, fugue pour se jeter sous un train, se fait agresser par un autre patient par manque de place, d'écoute, de présence humaine. Si la psychiatrie publique meurt, c'est tout un pan de la société qui mourra avec elle. C'est vous, c'est nous.